Antenna, votre radio. Bonjour, soyez les bienvenus sur l'antenne, c'est HL au micro. Et aujourd'hui on se retrouve pour Lost in Time, anomalie spatio-temporelle. Certains disent que le temps n'existe pas, d'autres prétendent que l'on peut voyager au cœur du temps, et certains prétendent même avoir eu des expériences de voyage temporel. Mais où en est la science à ce sujet ? Donc aujourd'hui je vous propose avec les temponautes de nous perdre au cœur du temps. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal, vous ne sentirez strictement rien. Allons juste nous perdre un petit peu au cœur du temps. Restez en fréquence. Effector Studio présente Lost in Time. Anomalie spatio-temporelle. Soyez les bienvenus dans la dimension interdite. Le voyage dans le temps. Une fiction ? Peut-être pas. Écoutez plutôt ces quelques récits surprenants. D'après certaines sources, le temps aurait été remonté le 3 janvier 2004, à 15h37. Ni la télévision ni la radio n'ont rapporté ce fait incroyable. Il y a 9 ans, des scientifiques américains et britanniques qui conduisaient des investigations en Antarctique auraient fait une découverte sensationnelle. Le physicien américain, Marion McLean, a dit que les chercheurs ont remarqué un brouillard gris en rotation dans le ciel au-dessus du pôle le 27 janvier, qu'ils ont pris pour une tempête de sable ordinaire. Les chercheurs ont décidé d'étudier le phénomène et ont pour cela lancé un ballon météo avec à son bord un équipement capable d'enregistrer la vitesse du vent, la température et l'humidité de l'air. Mais le ballon, montant vers le haut, a immédiatement disparu. Au bout d'un certain temps, les scientifiques ont ramené le ballon à terre à l'aide du cordon ombilical de sécurité. Ils furent rassurés de voir réapparaître le ballon sonde, et encore plus surpris de constater que le chronomètre de bord indiquait la date du 27 janvier 1965, le même jour, mais 30 ans en arrière. L'expérience a été répétée plusieurs fois après que les chercheurs aient constaté que l'équipement était toujours opérationnel. À chaque essai, la montre une fois de retour indiquait le passé. L'histoire de ce phénomène baptisé la porte temporelle fut dans sa totalité rapportée à la Maison Blanche. Aujourd'hui, l'enquête sur ce phénomène peu commun serait toujours en cours. Les scientifiques se laissent à penser que ce vortex tourbillonnant au-dessus du pôle sud pourrait être un passage permettant de pénétrer d'autres temps. Les mêmes sources d'investigation prétendent même que des programmes scientifiques de pénétration du temps avec des humains seraient en phase d'exécution. Il serait aisé d'imaginer que les autorités veuillent se disputer le contrôle d'un tel projet qui, in fine, pourrait changer le cours de l'histoire. Et l'expérience sera-t-elle approuvée par les gouvernements ? Le célèbre scientifique russe, Nikolai Kozyrev, a entrepris une expérience qui tente à prouver que se déplacer du futur vers le passé est possible. Il a justifié ses points de vue avec les hypothèses sur l'information instantanée s'étendant à travers les caractéristiques physiques du temps. Nikolai Kozyrev a même supposé que le temps pourrait exécuter une action physique et donc produire de l'énergie. Un physicien théoricien américain est arrivé à la conclusion que le temps est ce qui a existé avant la création du monde. Nous sommes conscients de percevoir notre propre réalité de l'écoulement du temps, selon la différence des conditions. L'enquêteur russe des phénomènes anormaux, philosophe et auteur de nombreux ouvrages, Gennady Blimov, a publié un article nommé « Machine à voyager dans le temps, première vitesse enclenchée » dans le journal Sur le bord de l'impossible. Il a décrit des expériences uniques entreprises par un groupe de personnes enthousiastes, dirigé par Vadim Chernobrov, l'homme qui a commencé la création de machines temporelles, des dispositifs avec pompage électromagnétique, en 1987. Aujourd'hui, ce groupe de fervents peut ralentir ou accélérer le cours du temps en utilisant l'impact particulier d'un champ magnétique.
le plus grand ralentissement du temps a été constaté de 1,5 secondes par heure de fonctionnement de l'équipement dans les laboratoires. En août 2001, un nouveau modèle de machine à voyager dans le temps habité aurait été testé dans une forêt située en périphérie de la région de Volgograd en Russie. Même si la machine a été alimentée par des batteries de voiture et avait peu de capacité, elle parvenait déjà à changer le cours du temps de 3%. Le changement a été enregistré par des oscillateurs en cristal symétrique. Tout d'abord, les scientifiques ont passé 5, 10, puis 20 minutes dans la machine en fonctionnement. Le plus long séjour a été d'une demi-heure. Vadim Chernoborov rapporte que les expérimentateurs pensaient percevoir leur propre déplacement dans un monde différent. Ils ont senti leur existence devenir double, comme si un peu d'espace se dépliait. Je ne peux pas définir les sensations et les sentiments peu communs que nous avons éprouvés pendant ces incroyables moments. Ni la télévision ni la radio n'a rapporté ce fait étonnant. Gennady Blimov indique que le président russe de l'époque n'était pas au courant de l'expérience. Cependant, il rapporte que déjà sous Staline, il y aurait eu un institut de recherche sur les mondes parallèles. Des résultats d'expériences entreprises par les académiciens Kurchatov et Yoff peuvent maintenant être trouvés dans les archives. En 1952, un mandat d'arrêt est lancé à l'encontre des chercheurs participant aux expériences, à l'issue duquel 18 professeurs, 59 candidats potentiels et médecins des sciences physiques auraient disparu. L'Institut a repris ses activités sous Khrouchtchev. Mais un banc d'essai expérimental piloté par les 8 principaux chercheurs a lui aussi disparu en 1961. Des bâtiments près de celui où des expériences ont été conduites furent détruits. Après cela, les autorités décidaient de suspendre des scientifiques de l'Institut pour une période indéterminée. Le programme a été repris en 1987 après la réactivation de l'Institut. Mais une tragédie se produisit le 30 août 1989. Une explosion extrêmement forte a retenti dans les succursales de l'Institut sur les îles de l'Anjou. L'explosion a non seulement détruit le module expérimental de 780 tonnes, mais également l'archipel lui-même d'une superficie de 2 km². Selon une des versions des événements, le module, embarquant 3 expérimentateurs, aurait heurté un objet de grande taille, probablement un astéroïde en orbite d'un monde parallèle. Après avoir perdu son système de propulsion, l'appareil est vraisemblablement resté dans cette autre réalité. Le dernier enregistrement réalisé dans le cadre de cette expérience, conservé aux archives de l'Institut, se termine par ces phrases. Vous ne pouvez plus nous sauver, nous mourrons. Mais continuez à poursuivre l'expérience. Il fait très sombre ici. Nous voyons tous les objets devenir doubles. Nos mains et nos jambes sont transparentes, nous pouvons voir nos veines et nos os à travers la peau. L'approvisionnement en oxygène sera épuisé dans 43 heures. L'appareil respiratoire est sérieusement endommagé. Nos meilleures pensées pour nos familles et nos amis. Puis la transmission s'est soudainement arrêtée. Le voyage dans le temps est un thème populaire, et l'idée de pouvoir visiter le passé ou l'avenir continue de fasciner autant les scientifiques que le public. Intéressons-nous maintenant à d'autres cas. Comme nous l'avons déjà vu, il y a des scientifiques sérieux, comme par exemple le Dr John Kramer, professeur émérite à l'Université de Washington, qui avance l'idée que nous devons penser au voyage dans le temps mais sans se presser. Le Dr Kramer croit possible d'envoyer des messages à travers le temps et il travaille sur ce projet. Nous tentons de découvrir des moyens de retourner dans le passé, mais en le faisant, nous affectons une très importante partie de notre univers physique, que l'on appelle une causalité. Si nous voulons retourner dans le temps, nous devons trouver un moyen d'empêcher la causalité d'être violée, a expliqué l'astrophysicien Charles Liu. Il y a quand même des gens qui prétendent avoir une preuve de voyage dans le temps. Peu importe que vous croyez ou non au voyage dans le temps, il y aura toujours des histoires de personnes affirmant venir d'une autre époque. Que nous y croyons ou non reste personnel, mais on ne peut nier que ces histoires sont intéressantes.
une autre histoire encore plus intrigante. En 1935, l'Air Marshal Sir Victor Goddard de la Royal Air Force eut une expérience effrayante dans son biplan Hawker Hart. Goddard était Wing Commander à l'époque et en vol depuis Édimbourg vers sa base d'Andover en Angleterre. Il décida de survoler un aérodrome abandonné à Drême, pas loin d'Édimbourg. L'aérodrome inutilisable était recouvert de feuillage, les hangars s'écroulaient et les vaches paissaient là où les avions étaient parqués autrefois. Goddard continua ensuite son vol vers Andover, mais rencontra un orage bizarre. Dans les nuages d'une couleur brun-jaune de cette perturbation atmosphérique au vent violent, il perdit le contrôle de son appareil, qui commença à partir en spirale vers le sol. Évitant de justesse un crash, Goddard constata que son avion refaisait cap vers Drême. Quand il s'approcha de l'ancien aérodrome, l'orage disparut soudainement, pour laisser place à un soleil brillant. Cette fois, quand il survola à nouveau le terrain d'aviation de Drême, en regardant dessous, il vit que le terrain d'atterrissage avait été entièrement rénové et était de nouveau en service. Il y avait des mécaniciens en combinaison bleue qui marchaient, et 4 avions de couleur jaune étaient garés sur la piste. L'un de ces avions était un modèle qu'il ne put malgré son expérience de l'aviation reconnaître. C'était une expérience très déroutante, pas seulement parce que la rénovation instantanée était tout à fait impossible, mais aussi parce que les mécaniciens auraient dû porter du kaki, et les avions auraient dû être peints d'une couleur argentée. Ce qui surprit aussi le pilote, c'est qu'aucun des mécanos n'a semblé le remarquer, alors qu'il les survolait. En quittant la zone, il rencontra de nouveau l'orage, mais réussit à maintenir le cap sur Andover. Quatre ans plus tard, en 1939, Goddard comprit alors l'ampleur du mystère. La guerre faisant rage en Europe, il retourna à Drême pour retrouver l'aérodrome exactement comme il l'avait laissé après son incroyable expérience en 1935. Des mécaniciens en combinaison bleue et des avions de couleur jaune étaient bien visibles. Il trouva même l'avion qu'il avait été incapable d'identifier avant, un Miles Magister. Goddard, lors de ce vol, avait-il fait un saut de 4 années dans le futur ? Puis était-il retourné à sa propre époque en empruntant le même vortex qu'à l'aller ? Ils ont vu un raid aérien dans l'avenir. Un autre cas étrange de voyage dans le temps est mentionné dans un livre de Ron Edwards. Selon l'auteur, en 1932, le journaliste J. Bernard Hutton et le photographe Joachim Brandt étaient chargés de faire un reportage sur un chantier naval de Hambourg en Allemagne. Ils se rendirent sur l'immense complexe, firent des interviews de plusieurs responsables et ouvriers et terminèrent leur enquête en fin de soirée. En sortant, les deux journalistes entendirent l'inimitable ronronnement d'engins aériens et levèrent la tête pour voir le ciel rempli d'avions militaires. Soudain, ils entendirent les batteries anti-aériennes ouvrir le feu, pendant que des bombes commençaient à exploser autour d'eux. Quelques instants plus tard, la zone était devenue un brasier infernal, des réservoirs de carburant explosaient ici et là. Les entrepôts s'effondraient par le souffle explosif du tapissage de bombes, alors que les grues du port se tordaient comme des bretzels. Hutton et Brandt comprirent que ce n'était pas un exercice. Ils se précipitèrent dans la voiture car des mitrailles anti-aériennes commençaient à aligner la formation de bombardiers au-dessus d'eux. Au portail du port,
Hutton demanda à un garde de la sécurité s'il y avait quelque chose qu'il puisse faire pour aider. Mais on leur stipula bien de quitter la zone immédiatement. Hutton et Brandt étaient bouleversés en conduisant dans Hambourg. Le ciel était devenu noir pendant l'attaque, mais maintenant il était clair et la cité était sereine. Les rues animées n'étaient pas creusées de cratères et les immeubles étaient intacts. Personne ne semblait inquiet en rentrant du travail. Les deux hommes arrêtèrent la voiture et regardèrent en arrière vers le chantier naval. Ils reçurent alors un nouveau choc en ne voyant aucun ruban de fumée s'élevant dans le ciel et aucun bâtiment endommagé. Que se passait-il alors? De retour à la rédaction, les photos de Brandt furent développées et les deux compères eurent une autre surprise. Brandt avait continué à prendre des photos pendant le raid aérien, mais ces photos ne montraient rien d'inhabituel. Le chantier naval apparaissait comme à leur arrivée le matin. Il n'y avait aucune preuve qu'une pluie de bombes d'avions ennemis avait détruit le site, comme ce dont ils avaient été témoins. Le service photo étudia les images et se demanda bien pourquoi Hutton et Brandt insistaient à propos d'une attaque aérienne. On ne prit pas au sérieux leur histoire et il fut décidé qu'ils s'étaient probablement arrêtés dans une taverne pour prendre quelques verres en rentrant à la rédaction. Juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Bernard Hutton fut muté à Londres. En 1943, il lut une histoire sur le journal à propos d'un raid réussi. Il en eut froid dans le dos en étudiant les photos. La scène de destruction était exactement celle qui lui était apparue lors de sa visite avec Brandt au printemps 1932. Il n'y avait qu'une chose différente. Hutton et Brandt avaient été témoins de l'événement 11 ans avant qu'il ne se produise. Un autre cas remarquable de voyage dans le temps a été publié dans Strange Magazine 2, au printemps 1988. L'article « Voyageur du temps » écrit par Ken Mo parle d'un homme qui se nomme lui-même LC, ses véritables initiales, et qui a vécu l'un des événements les plus étonnants de sa vie, quelque chose d'inoubliable. Mo écrit « LC et son associé, que nous appellerons Charlie, venait de finir de déjeuner dans la petite ville d'Abbeville, au sud-ouest de la Louisiane. Tout en continuant à discuter travail, ils s'engagèrent en voiture sur la route 167 vers la ville de Lafayette, à environ 25 km au nord. On était le 20 octobre 1969 et il était 13h30. C'était une de ces magnifiques journées d'automne, ciel bleu et un petit 15 degrés, juste de bonnes conditions pour rouler avec les vitres un peu baissées. La route était pratiquement vide, jusqu'à ce qu'ils repèrent à distance ce qui semblait être une auto avec l'arrière arrondi et roulant à petite allure. En s'approchant de ce qui paraissait bien ressembler à une relique du passé, ils abandonnèrent alors leur discussion sur leur métier de courtier en assurance, tant la vieille voiture devant eux absorbait toute leur attention. Alors que le style de l'auto indiquait qu'elle avait des dizaines d'années, elle semblait sortir d'une salle d'expo, ce qui provoqua l'admiration des deux hommes. La voiture avançait tellement lentement qu'ils décidèrent de la doubler. Mais avant, les deux protagonistes ralentirent, pour mieux apprécier la beauté et l'état parfait du véhicule. Pendant qu'ils regardaient, Elsie remarqua une très grande plaque d'immatriculation, sur laquelle était imprimé clairement 1940. C'était tout à fait inhabituel, et probablement illégal, sauf si des dispositions avaient été prises pour que l'antique voiture puisse servir dans des exhibitions. En doublant lentement la voiture par la gauche, Elsie, qui était sur le siège du passager, remarqua que le conducteur de la voiture était une jeune femme, habillée avec ce qui semblait être
des vêtements des années 40. On était en 1969, et une jeune femme portant un chapeau décoré d'une longue plume colorée et d'un manteau de fourrure, était, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu inhabituel. Un jeune enfant se tenait sur le siège près d'elle, peut-être une petite fille. Le sexe de l'enfant était difficile à déterminer, car il portait un gros manteau et un chapeau. Les vitres de sa voiture étaient remontées, un fait qui intrigua Elsie parce que malgré la température légèrement fraîche, il faisait bon, et un léger pull aurait suffi pour se sentir bien. En remontant la voiture, ils s'alarmèrent car leur attention se riva sur les expressions de peur et de panique du visage de la conductrice. Tout en restant à la hauteur de la voiture, sans aucun trafic dans un sens ni dans l'autre, ils pouvaient la voir regarder frénétiquement devant puis derrière, comme si elle était perdue, ou en demande d'aide. Elle apparaissait au bord des larmes. Étant assise du côté passager, Elsie l'interpella, et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Elle fit signe que oui, tout en regardant vers le bas. Les vieilles voitures ont des sièges un peu plus hauts que les profils bas des voitures d'aujourd'hui. Apparemment elle portait un regard très perplexe sur leur véhicule. Elsie lui fit signe de se ranger et de se garer sur le bas-côté. Il dut répéter sa demande plusieurs fois, en faisant des signes de main, et en articulant les mots, parce que la vitre de l'ancienne automobile était relevée, et il semblait qu'elle avait des difficultés à les entendre. Ils virent qu'elle commençait à se ranger, ils finirent donc de la dépasser pour se garer aussi devant elle. En allant s'arrêter sur l'accotement de la route, Elsie et Charlie se retournèrent pour regarder la vieille voiture derrière eux. À leur grande surprise, il n'y avait cependant plus aucun signe de présence de la voiture. Souvenez-vous, cela se passait sur une route non fréquentée sans intersection proche, pas d'endroit où cacher une voiture. Celle-ci et ses occupants avaient tout simplement disparu. Elsie et Charlie, interloqués, regardèrent la route debout à l'arrière de leur voiture. En retournant s'asseoir, fascinés et perplexes à la fois, il leur apparut évident qu'une recherche serait futile. Pendant ce temps, un conducteur qui se trouvait à distance derrière la vieille voiture se rangea derrière eux. Il courut vers eux et demanda frénétiquement une explication sur ce qu'était devenue la voiture devant lui. Son récit fut le suivant. Il roulait vers le nord sur la route 167 quand il vit, à quelque distance, une voiture récente qui doublait une très vieille voiture roulant lentement, si lentement qu'elle semblait presque au point mort. Il vit la voiture récente se ranger sur l'accotement et la vieille voiture commençait la même manœuvre. Elle obstrua momentanément la vision de la voiture récente et elle disparut ensuite soudainement. Tout ce qu'il restait devant lui, c'était la voiture récente, sur le bas-côté de la route. Désespérant d'associer toute logique à cette incroyable vision, il supposa immédiatement qu'un accident s'était produit. Pas d'accident, vraiment, mais quelque chose de plus troublant, peut-être tragique et certainement plus mystérieux. Après avoir parlé de ce que chacun avait compris, les trois hommes sillonnèrent la zone pendant 1 heure. Le troisième homme, qui n'habitait pas dans l'État, insista pour rapporter l'incident à la police. Il sentait que c'était une situation de personnes disparues et qu'ils en avaient été témoins. Elsie et Charlie refusèrent car ils n'avaient aucune idée de l'endroit où la femme et l'enfant étaient partis avec la voiture. Ils avaient disparu, d'accord, mais aucune police sur ce plan d'existence n'aurait le pouvoir de les retrouver. Le troisième homme décida finalement que sans leur coopération il ne pouvait faire lui-même du compte-rendu, par peur de voir sa santé mentale remise en question.
ils échangèrent leurs adresses et numéros de téléphone. Pendant des années, ils restèrent en contact, s'appelant pour ne parler que de l'incident et confirmer de nouveau qu'ils avaient bien vu ce qui s'était passé. Réflexion sur cette grande étrangeté. Et si cette femme, venant du passé, s'était retrouvée dans le futur, et qu'elle se serait trouvée, aujourd'hui âgée, le même jour, à la place de Elsa et Charlie, derrière son propre véhicule de 1940, elle aurait pu se retrouver face à elle-même, son autre moi, de 29 ans sa cadette. Et si la Terre elle-même possédait un super état de conscience, et qu'elle créait une sorte de plaisanterie cosmique, avec toutes ces anomalies de vie à sa surface, juste pour s'en amuser. Et si, pour finir, le plus démoralisant, elle était venue du passé, débouchant dans l'avenir, et qu'elle n'était pas retournée dans le passé. Les journalistes ainsi que la police en 1940 auraient été intrigués par la disparition d'une mère et de son enfant, un jour d'octobre. On aurait suspecté un crime, et donc mené des recherches, alors qu'elle et son enfant auraient continué de voyager pour toujours, prisonniers du temps. Mais sans enquête plus développée, sans avoir consulté les archives policières de 1940, on ne peut certifier que l'ancien véhicule n'ait réintégré son époque. Il pourrait s'agir alors d'un phénomène d'éclipse spatio-temporelle ayant interconnecté deux années, distantes de 29 ans. Le fait que cette femme paraisse complètement perdue atteste de l'importance de la dimension d'espace dans ce cas précis. Une simple perturbation temporelle n'aurait en aucun cas affecté le lieu physique, ou si peu sur une route perdue, voire désertique. Il est donc probable que nous soyons en présence d'un effet de spatio-temporalité. Vous allez être plongé maintenant au sein même des phénomènes énigmatiques de la zone prime alpha, en pleine région parisienne. L'incroyable histoire. « 2005, 26 novembre, périphérique, entrée ouest de la zone. Habitant Sartrouville et Colombes, au nord-ouest de Paris, nous rentrions, vers 1h du matin, après avoir assisté à un spectacle donné par une amie, à Porte de Montreuil, pour nous à peu près au sud-est de Paris. Tous quatre décidons de prendre le périphérique par le nord de Paris pour rentrer. Étant à la limite Seine-Saint-Denis-Paris, et ne connaissant pas forcément la signification de périphérique intérieur et extérieur, il semblait logique de prendre le périphérique à gauche afin de rentrer en passant par le nord. Grosse erreur. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les noms des portes défilaient, je me rendais compte que nous avions pris au sud. Ce n'était pas très grave en soi, puisque la distance était quasiment la même, ce n'était juste pas prévu au programme. Mais l'aiguille du réservoir d'essence virait irrémédiablement vers le bas. Il nous fallait donc trouver d'urgence une station-service. Finalement, en pleine panique, nous en trouvons une au miracle et faisons le plein. Nous étions alors un peu après porte de Versailles, vers l'ouest. Une fois le plein fait, sans à aucun moment sortir du périphérique, la station y étant située, nous repartîmes sur celui-ci.
À peine 1 à 2 minutes plus tard, stupéfaction, que voyons-nous? Sortie porte de Montreuil à 100 mètres. Et qui plus est, à l'est direction nord. Ce qui voudrait dire que soit, selon la logique, nous aurions quitté le boulevard périphérique, fait demi-tour pour prendre la voie inverse sans nous en apercevoir. Et même si cela avait été le cas, il nous aurait fallu un certain temps pour retourner porte de Montreuil, et surtout, nous n'aurions pas manqué de remarquer les différentes portes que nous venions de passer un quart d'heure plus tôt. Ou alors, aurions-nous fait le tour du périphérique par le sud, l'ouest, puis le nord, laisser passer l'occasion d'en sortir au niveau de la porte Maillot pour retourner sur Sartrouville. Ne pas avoir fait attention à toutes les portes qui séparent porte de Versailles de porte de Montreuil par le nord, porte de Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, porte de Pantin, porte de Bagnolet, et j'en oublie sûrement, et faire demi-tour en plein périph', chose impossible, pour retourner vers porte de Montreuil. Le tout en 2 minutes. Incroyable, non? Alors, comment prendre tout cela? Quelque part, il y a un côté positif. Nous avions finalement retrouvé notre chemin, en passant par le nord, avec, en bonus, un plein d'essence. Tout rentre dans l'ordre, si ce n'est que nous avons perdu un peu de temps. Le côté inquiétant de la chose, sans bien sûr pouvoir le vérifier, serait qu'il y ait une sorte de percée dans l'espace et dans le temps. J'en suis maintenant persuadé, même si je n'ai comptabilisé les minutes à ce moment-là, donc sans certitude. Que nous est-il donc arrivé? Avons-nous été enlevés? Nous sommes-nous égarés quelques instants au cœur du temps? Mais peut-être tout cela n'était qu'un signe. Vous aurez remarqué, j'en suis sûr, le manque de sens de l'orientation du chauffeur, ainsi que la panique qui s'empare des 4 protagonistes lorsqu'ils se rendent compte que leur réservoir est presque à sec. Mais tout ceci n'expliquant pas cela, l'être humain est intelligent, et comme dans tous ces cas extrêmes, il fait appel à toutes ses ressources pour se sortir d'une mauvaise situation. Cette histoire reste donc incroyablement étrange. À la frontière est de Paris, la zone Prime Alpha est truffée de ces anomalies autant déroutantes qu'inexpliquées. Des années 50 à nos jours, de nombreux faits ufologiques, paranormaux et autres phénomènes énigmatiques jalonnent son histoire. Bienvenue dans la dimension parallèle. Nous tenons à remercier les témoins ainsi que les sources presse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Restez en fréquence. Antenna. Votre radio.